Ce podcast vous est proposé par Paul Philippon et Cynthia Zantou, moi-même, et a pour objectif de mieux comprendre les problématiques au sein de la communauté LGBTQIA+, à travers des témoignages et de proposer des pistes de réflexion et des explications sur des concepts encore mal connus, ainsi que des savoirs concernant des événements historiques en lien avec nos sujets. Ces sujets seront principalement axés sur la sexualité non hétéro et l'identité de genre. Salut, c'est Cynthia. Le 1er décembre dernier marquait la journée mondiale de lutte contre le sida, et Paul a eu l'occasion de rencontrer Alain, un militant séropositif, lors d'une marche parisienne organisée à cette occasion. Du coup, on a eu l'idée de l'inviter pour dédier un épisode de notre podcast sur le thème du VIH, pour mieux comprendre ce qu'était sa maladie, à travers son histoire et son quotidien. Nous avons enregistré cet épisode le 11 décembre, où nous étions encore en pleine période de Covid, ce qui explique nos parallèles avec l'actualité, qui est heureusement plus au goût du jour. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cet épisode intimiste qui a une visée éducative et aussi préventive. Voilà, bonne écoute à vous. Ah oui, et pour cet épisode, il n'y aura pas de quiz avec l'invité, car déjà Alain est clairement un expert sur le sujet, et qu'on a trouvé qu'il n'était pas forcément pertinent de faire cet interlude ludique à ce sujet. Mais vous pourrez retrouver des références ciné en lien avec le sujet sur notre compte Instagram LGBT quoi. Ok, bonjour micro. On est parti là ? Ouais. T'as annoncé ? Ouais, c'est bon. Ok. Alors on va commencer par une petite présentation déjà d'Alain. Nous, en fait, on a relevé du coup que tu étais chef de service au pôle exclusion à la Croix-Rouge. Donc, tu as plutôt un beau parcours associatif, puisque tu as été aussi organisateur de l'association Gay Pride depuis 2016. Gay Pride depuis 2016. Et que tu as été militant pendant 30 ans à AIDS. C'est AIDS, c'est pas AIDS. Parce que AIDS c'est américain et AIDS c'est français. Bah, du coup, ce qui est lié au thème d'aujourd'hui, c'est que tu es atteint du VIH depuis 1987. Donc tu l'as eu à 26 ans. Oui, 86, à 26 ans. À 86, ok. Oui, donc t'es né en 60 alors. Je suis né en 60. D'accord. Bonne déduction. Ok. Pour toi, ça a été quand les premiers symptômes ? Quand est-ce qu'ils sont manifestés Alors, les premiers symptômes, il y a souvent une période qu'on appelle la primo-infection. Ouais. La primo-infection, c'est quand on a le sentiment qu'on est, on est un peu malade. C'est la primo-infection, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai eu ça quand j'étais étudiant, en 86. À l'époque, je faisais la fête. J'étais étudiant je faisais la fête et puis je travaillais, quoi. Je faisais pas spécialement attention à moi. Et d'un seul coup, je suis tombé malade à 26 ans. Enfin, j'étais un peu malade. Et puis, j'ai une maladie sexuellement transmissible. Donc, j'ai, pour le coup, considéré qu'il fallait aller voir un médecin. Puis, je lui ai raconté ma vie, mon mode de vie. Il a été assez surpris. C'était un jeune médecin, pourtant. Surpris. Et cela dit, il a assuré. Il a bien assuré, en tout cas, en termes d'écoute. Sauf qu'il m'a prescrit donc deux choses. La visite avec un spécialiste par rapport à la maladie sexuellement transmissible. Et puis, des contrôles, une prise de sang. Une prise de sang sans m'expliquer ce qui allait dedans et sans m'expliquer qu'il allait chercher le VIH. D'accord. Ce que je ne savais pas. Et que je n'avais pas... pour moi, c'était pas pensé. Enfin, c'était quand même très à distance. Alors que le cancer gay, on en parlait, mais pour moi, c'était pas du tout... le lien n'était pas fait. Et donc, il m'a fait gentiment aller aux examens, et puis il m'avait pris un rendez-vous chez le spécialiste. Et le spécialiste, quand il m'a reçu avec beaucoup pas de hargne, mais de mépris plutôt. D'abord parce que j'étais un PD, ensuite parce que je venais voir pour une maladie sexuellement transmissible spécifique aux gays, et ensuite parce que il m'annonce que le virus était passé dans moi. Le virus, enfin la bête était passée dans moi. Comment il m'a formulé ça. Ah ouais. J'ai pas compris ce qui s'est. Je comprenais pas ce qu'il disait, et donc je lui ai demandé de me réexpliquer. Puis il m'a dit ça y est, vous l'avez eu, vous l'avez cherché, vous l'avez eu, et il est dans vous. Il est dans vous. Alors, ce que je vous évoquais l'autre fois, c'est qu'effectivement, à cette époque-là, il y avait quand même des premières campagnes de publicité ou de promotion de la santé qui étaient autour du sida. C'était vraiment les prémices. Et puis, c'était une campagne qui était sur il court le furet. Et avec un mec qui était avec la courbe et qui disait « Il ne passera pas par moi en cassant la courbe ».
Alors, pour moi, quand il m'a dit que j'étais séropositif et qu'il était passé dans moi, pour moi, il était passé dans moi et sorti. Est sorti. Et j'étais séropositif, au sens protégé. Ouais. Puisque là, dans ma tête, à l'époque, avec ma petite culture basique, pour moi, être séropositif, c'est-à-dire qu'on était protégé, comme quand on a un vaccin, on est protégé. Quoi. Et donc, j'ai pas du tout... j'étais plutôt satisfait, j'étais même satisfait qu'il me dise ça. Et ensuite, j'ai pas pris en compte tout ce que... Alors, j'ai pris les traitements qu'il y avait, mais il n'y avait pas de traitement VIH à l'époque. Puisque ça n'existait pas. Et donc, j'ai continué à avoir ma vie, mon mode de vie. J'ai continué à avoir des rapports avec beaucoup de personnes. D'ailleurs, c'est scandaleux parce que j'ai probablement diffusé. Ou peut-être je me suis surcontaminé en tout cas. Et puis, c'était en 86. Et donc, j'ai quitté après la région des Pays de Loire pour arriver en 89 sur Paris. Sur Paris, j'avais décidé de vivre ma vie gay à Paris en 89. C'était le bicentenaire de la Révolution, c'était les grandes fiestas. Et puis, je suis arrivé chez un ami qui m'a hébergé, un amoureux, et il a été convenu que je cherche du travail tout de suite. J'ai répondu à une annonce dans Libération où ils cherchaient des personnes voulant écouter au téléphone sur une ligne sociale sans préciser de quoi il s'agissait. Et en fait, c'était l'ouverture de la ligne SIDA Info Service, la ligne numéro verte. Ça, c'était quand? C'était en 89-90. Donc on était vraiment dans quelque chose d'extrêmement... inaugural, vraiment tout nouveau. Tout nouveau, tout à fait extraordinaire. Et puis c'est aussi à ce moment-là où on commence à avoir des débuts de réponse aussi sur les traitements, un petit peu. Parce que du coup, toi, tu t'es renseigné sur alors, tout ça il a fallu que je me renseigne, effectivement, et je me suis renseigné sur ma propre histoire. Ouais. Ce qui était assez rigolo, c'était que je me suis extrêmement documenté. Pour autant, je n'étais pas sous traitement. Je n'étais pas sous traitement, mais bon, pour le coup, je prenais des précautions. Et j'avais effectivement intégré la stratégie de réduction des risques dans les rapports sexuels, ça c'était extrêmement clair, et avec des capotes, etc. Et voilà. Donc 89, cette espèce de bouleversement important et majeur. C'est inattendu. Parce que inattendu. Dedans, mais par, voilà, sans le chercher, je suis tombé dedans et en fait ça me concernait. C'était complètement paradoxal, mais complètement opportun. Donc en fait, on a voulu aborder l'entretien en deux angles, deux pôles bien distincts. Et le premier, ce serait déjà éducatif, parce qu'on aimerait déconstruire toutes les a priori qu'on pourrait avoir sur le sida et le VIH. Et donc voilà, donc la première question, ça serait sur l'origine du VIH. Et on en avait discuté la dernière fois sur les 4 H. Mmh. Et l'histoire sur Haïti, est-ce que tu pourrais nous en reparler ? Quand on a un problème avec une maladie, on la stigmatise, on essaye de la localiser, de l'identifier, et on doit trouver la cause. Et la cause, c'est souvent des personnes, et la façon de les désigner, ça évite d'être concerné soi-même. Ça fait quand même le système de défense habituel des populations. Comme les Grecs disaient que les étrangers qui attaquaient c'était les barbares c'est les autres, et donc les 4 H c'était les autres. Alors 4H, c'est une histoire assez singulière. Très vite, cette maladie, elle a été identifiée. C'était le cancer gay au départ, cancer gay. Homosexuel, cancer gay. Donc, c'est les premières annonces dans Libération à Paris à l'époque où il y a une pandémie extrêmement importante qui touche la communauté gay. Donc, à cette époque-là, en plein développement et en plein outing de revendication de vivre comme tout le monde, et de vivre sa sexualité complètement débridée et de choisir son mode de vie. Donc, c'est le cancer gay. Et puis ensuite, très vite, on se rend compte qu'il n'y a pas que les gays qui sont touchés. Il y a d'autres catégories de population. Il y a donc les gays, c'est les homosexuels, premier H. Le deuxième H, c'est effectivement les héroïnomanes.
Donc les consommateurs de produits qui sont extrêmement touchés très vite, puisque le VIH est une maladie sexuellement transmissible. Alors, cancer gay, c'est effectivement par les liquides sexuels. Héroïnomane, c'est par le sang. Les hémophiles, qui sont la troisième catégorie, les hémophiles qui, eux, n'ont pas beaucoup de chance, puisqu'ils ont du sang qui est contaminé. Rappelez-vous le scandale du sang contaminé en France. Hein. Et puis ensuite, la quatrième catégorie, c'est les Haïtiens, puisque sur une île particulière qui s'appelle Haïti, il se trouve que la population là est particulièrement touchée. Alors il y a une explication à Haïti, c'est parce qu'effectivement c'est une île qui est en sous-développement, où il y a une grande pratique de tourisme sexuel. C'est une île, donc, et il y a beaucoup de Belges, d'ingénieurs belges, qui étaient au Congo belge et qui allaient transférer des compétences sur Haïti. L'Haïti était développé. Et donc, comme ils restaient sur place, il y avait une consommation. Et il se trouve qu'historiquement, après, on a pu mesurer que c'est eux, ces personnes-là, qui avaient eu des rapports sexuels aussi au Congo belge, qui avaient pu transporter dans l'île. Il n'était pas arrivé dans l'île par hasard, ça a été transporté par la voie sexuelle des Belges, ingénieurs à l'époque, des Belges et des autres, mais qui venaient effectivement faire du tourisme sexuel. Donc, ce qui explique la maladie des 4H, et puis maintenant, après, on pourrait expliquer que c'est la maladie 5H, puisque le 5e H, c'est hétérosexuel, et qu'effectivement, ça touche l'ensemble de la communauté. On n'a pas trop parlé des hémophiles. Oui, la dernière fois, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des hémophiles, mais ça faisait partie effectivement des premières populations fortement touchées, puisqu'elles étaient de fait, quand le sang était absolument pas du tout détecté, ils avaient besoin de sang, ils avaient du sang qui était effectivement pas protégé. Depuis, c'est un peu plus structuré, et puis il faut se rappeler aussi que dans certains pays, les donneurs de sang étaient rémunérés. Donc il n'y avait pas de contrôle comme à l'époque. Et s'il y a eu le procès du sang qui a énormément été important en France, c'est qu'effectivement en France on pouvait se considérer protégé, sauf que les tests pour dépister le VIH à l'époque n'étaient pas mis en place. Et il y a eu une volonté, une course entre les personnes qui ont cherché, les équipes de recherche, entre les Américains et les Français, pour détecter, pour enfin faire la détection des anticorps, donc la séropositivité. Et ben, c'est arrivé à peu près en 86, hein, à ce moment-là, puisque les premiers cas de sida sont en 81, donc 86, et enfin 80, je ne sais plus exactement, enfin dans les années 82, 83, et là les premiers qu'on trouvait, enfin, il y a une course entre les équipes américaines et les équipes françaises, et pour faire labelliser leurs tests, et en France ils ont attendu que l'équipe française de Montagnier trouve pour commencer à faire les dépistages du sang. Oui, parce que du coup le VIH il a été vraiment découvert en 83. En 81 les premiers cas. 81. Ok, donc on commençait à recenser vraiment. Alors, et le virus a été... Voilà, en 81, c'est les premiers syndromes, donc ce qui est clinique, ce qui est visible. On voit ces symptômes. Et puis, en 83, on commence effectivement à détecter le système immunitaire. On est dans quelque chose de beaucoup plus virologique, et on voit bien que c'est une histoire de virologie. On connaît les modes de transmission, on connaît les modes de résistance, et on connaît aussi la destruction du système immunitaire. On observe très vite que c'est le système immunitaire qui est détruit. D'accord. Du coup, on va passer au deuxième a priori un peu à déconstruire, puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas vraiment la différence entre le VIH et le sida. Est-ce que tu pourrais nous dire des choses là-dessus, enfin pour différencier les deux? Ouais, le VIH, c'est le virus. C'est l'agent qui va contaminer, et il s'appelle le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Hein, donc c'est vraiment un virus humain, hein, qui attaque le système immunitaire humain, ça c'est important. Et le syndrome, le sida, qui est un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Donc les symptômes, c'est ce qui se voit à l'œil nu, c'est d'un point de vue clinique. Et c'est un ensemble de symptômes, l'amaigrissement, le kaposi, la toux, etc., qui vont s'associer et qui vont définir en fait une maladie. Le syndrome, c'est une maladie.
le VIH est un virus. Et donc, le syndrome, le sida, il est provoqué par le VIH. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir le VIH, que le virus rentre dans l'organisme pour que ce soit un sida. Du coup, pour résumer un peu, le sida, c'est la maladie, et le VIH, c'est le virus. C'est l'agent qui provoque la maladie. Du coup, c'est le sida, c'est le stade terminal. Voilà. Et alors, en plus, ce qui est un peu plus particulier, c'est que le syndrome, c'est un ensemble de pathologies. En soi, une maladie, c'est pas un ensemble, un syndrome, et c'est plusieurs pathologies qui vont s'associer. Et les plus courants ou les plus connus à l'époque, c'était la toxoplasmose, la pneumocystose, le sarcome de Kaposi. C'est tous les agents extérieurs qui vont profiter de la baisse d'immunité pour se développer. Et les cancers ensuite, etc., etc. Donc, dès que la déficience immunitaire est en faillite, c'est comme si les virus rentraient dans le corps comme ça, on n'est plus protégé. Mais ça, c'est un truc que justement, Cynthia, qui t'avait intéressé la dernière fois. Par rapport au cycle... Moi, je pensais au fait que... t'avais fait une nuance un peu au premier entretien. Ah oui, par rapport à la barrière... Oui, voilà, le bouclier... Ouais, on en avait parlé aussi, la métaphore du bouclier, en fait, c'est que, voilà, le virus, il rentre, et puis on ne peut pas mourir, en fait, du sida en soi. C'est ça que je voulais faire comme différence, c'est que on a un bouclier qui s'affaiblit, et donc qui laisse passer, qui affaiblit tout le système. On meurt, alors il y en a on dira qu'ils meurent du sida à force d'avoir additionné tous les phénomènes les uns après les autres, mais le sida en soi, c'est la maladie, on meurt d'une des pathologies, une pneumocystose, ça peut être aussi une maladie cardiovasculaire, ça peut être aussi une maladie cérébrale qui va se développer et qui va profiter de la déficience immunitaire pour se déployer et rendre la personne complètement incapable de se défendre, quoi. L'organisme, en tout cas, incapable de se défendre, et donc aménuiser complètement la personne. Alors, ce qu'il faut ajouter à ça, c'est qu'effectivement, quand on est dans cette déficience immunitaire, on est ouvert à toutes les difficultés, tous les virus, et donc une grippe simple pour quelqu'un qui est immunisé devient une grippe grave et peut provoquer des situations de mort, de décès assez rapides. En fait, on se demandait juste pourquoi les hommes gays, ils sont accusés d'être à l'origine de l'épidémie. Alors, est-ce qu'ils sont accusés ? Ils sont extrêmement désignés ils revendiquent un mode de vie qui est complètement révolutionnaire à l'époque. Hein, c'est une révolution, on avait après les débats qu'il y a eu sur le mariage pour tous, vous imaginez que dans les années 80, c'était les années 70 à l'époque, fin des années 70, revendiquer une sexualité qui sortait du cadre de la stratégie réganienne catholique en tout cas, ou judéo-chrétienne, c'était extrêmement anormal. Un homme, c'est avec une femme, et puis ça fait des enfants. Donc là, les homosexuels, et notamment à New York et à San Francisco, se sont mobilisés pour revendiquer leur mode de vie, leur décision de vie, et vivre heureux. Et surtout, c'était des jeunes hommes qui avaient beaucoup d'argent et qui faisaient beaucoup la fête, qui avaient beaucoup de partenaires et qui voyageaient dans le monde. Donc, c'était des gens qui avaient pas du tout de problème, entre guillemets, et qui avaient une réussite sociale assez possible. Alors, je parle de ceux qui étaient qui allaient dans tous les grands sites de fêtes. Il y avait énormément, des très très grosses fêtes, de la sexualité à tout va. Je ne ferai pas le détail, mais elle était extrêmement multiforme et de la prise de risque, mais on n'avait pas la conscience de prise de risque. Le gros risque, c'était les maladies sexuellement transmissibles. Point. Mais on les maîtrisait, on s'appelait. Moi, j'ai eu un jour été victime d'une syphilis, et c'est un de mes partenaires qui m'a appelé à l'époque pour me dire il faut aller te faire soigner, et voilà. Là il y avait de la solidarité.
Ce qui n'a pas du tout été le cas avec le VIH, hein. Ça, évidemment, parce que la syphilis, on savait la soigner, on savait... Et le VIH, c'était pas Voilà. c'était pas le cas encore. C'était pas le cas, puis le VIH n'était même pas présent, hein, à ce moment-là. Mais donc, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait vraiment une solidarité au sein de la communauté gay, et on pouvait vraiment parler de communauté gay. Hein. Et donc, c'était un mode de vie, une bulle, qui probablement choquait beaucoup, je dirais, la pensée bien pensante, enfin la population bien pensante. C'était après le mouvement hippie, il y avait le MLF qui portait aussi des valeurs de revendication et d'égalité, et puis il y avait les homosexuels. Et donc on était dans ce mouvement de libération extrêmement important. Et donc il se montrait beaucoup, il choquait. Il y avait de la visibilité, il y avait de la provocation. Donc c'était une cible facile après pour stigmatiser, etc. Alors après, quand est tombé dessus le VIH, c'était la punition du bon Dieu. C'était la punition du bon Dieu. La culpabilité. La culpabilité. C'était désigné comme la maladie des gays. Oui, la maladie des gays, la maladie des qu'on appelle ça, des invertis. Des invertis, de ceux qui étaient condamnables. Tout était condamnable, quoi. Et à l'époque, on créait des sidatoriums, enfin, on imaginait des sidatoriums. En France, Le Pen parlait de sidatorium, de sidaïque. Et donc tout ça, c'était des propos extrêmement méprisants. Et les sidatoriums, c'est... Enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Sidatorium, ça rappelle les sanatoriums. Les sanatoriums, c'était les gens qui avaient des problèmes de poumons et qui et au moment des tuberculoses en particulier, étaient accompagnés dans des espaces protégés pour effectivement traiter les problèmes de poumons. Donc c'était plutôt à la montagne. Et les sidatoriums, c'était mettre des personnes concernés par la même maladie et puis les mettre dans le même endroit. Voilà. Mais là, à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Donc voilà, c'est juste le point de détail. Et puis surtout, c'était les exclure de la société. Et donc ça, c'était l'intérêt, prévenir en tout cas le risque de multiplication vers la population pour que ça soit simplement cautérisé autour des homosexuels. Et on ne parlait pas des hémophiles parce qu'on en parlait comme des pauvres victimes, et on ne parlait pas des Haïtiens puisque c'était loin, c'était l'Afrique. Donc ça, c'était pas un problème. Et donc c'était l'Afrique, enfin c'était les Noirs, et plutôt, pas l'Afrique, mais l'Amérique centrale, enfin les îles. Donc c'était pas chez nous, c'était pas à côté. Mais par contre, les homosexuels, on savait qu'il y en avait. Et en plus, on savait qu'ils circulaient. Et en plus, on savait qu'ils faisaient la fête. Donc, il fallait bien... Et puis, en plus, c'était indécent ce qu'ils pratiquaient. Et donc, c'était extrêmement important de pouvoir les localiser, de les juger et de stigmatiser. En faisant des recherches auparavant sur le VIH, etc., parce que voilà, on parle de la maladie des homosexuels, etc. Mais du coup, c'est... Enfin, du coup, les homosexuels, ça comprend aussi les femmes lesbiennes. Et du coup, en fait, on se demandait pourquoi les lesbiennes, elles ont finalement peu été touchées par le virus du VIH. D'abord parce que c'était vraiment une maladie liée à la pratique sexuelle homosexuelle en tant que telle, de pénétration et de fellation, et puis parce que effectivement la communauté lesbienne n'était pas dans les mêmes moments festifs. Enfin, c'était très séquencé, hein, et les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Il y avait des endroits où ils étaient ensemble, les trans en particulier, mais en tout cas, il y avait peu de femmes, en tout cas, qui étaient identifiées comme telles. Et puis, de toute façon, la description des cas qu'on voyait à l'arrivée à l'hôpital, c'était des jeunes hommes entre 20 et 40 ans qui, d'habitude, sont à cette période-là de leur vie en pleine forme et n'ont pas de raison d'être à l'hôpital. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de jeunes hommes. Il y a certainement eu des femmes, et il y en a de plus en plus après, mais en tout cas, tout au départ, c'est vraiment les gays, les jeunes gays qui avaient toutes les raisons d'être en pleine forme et parce qu'ils avaient l'argent, parce qu'ils avaient les ressources, ils avaient l'argent pour payer l'assurance, etc. Et ils travaillaient
Et voilà, et donc c'est pour ça que ça a beaucoup touché cette population-là, et que ça a été eux qui ont été les premiers visibles. Et ça a été eux qu'on a vu rentrer dans les hôpitaux, en tout cas. Mais justement, au niveau des pratiques sexuelles, justement, c'était les pratiques anales, enfin la sodomie, quoi, qui faisaient des coupures plus facilement. Il faut savoir que dans la transmission, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait 2 liquides physiologiques qui se rencontrent, dont un liquide avec le VIH. Il faut qu'ils se rencontrent lors et en quantité assez importante, parce qu'évidemment, ça ne se contamine pas tout de suite, une goutte ne suffit pas. Mais il en faut de façon importante, et c'est vrai qu'avec des pénétrations des éjaculations, là, de fait, il y a, ou des fellations et des éjaculations, il y a de fait de la pénétration de liquide corporel. Avec les femmes, c'est possible aussi. Les femmes, il est possible dans les cunnilingus, effectivement, qu'il y ait ce type de rapport. Et d'ailleurs, au départ, quand on a parlé de réduction des risques, on parlait que du préservatif, et progressivement, les femmes ont parlé de la digue dentaire. Donc ça a été important pour, effectivement, protéger un peu les fellations. Mais sauf que dans une fellation, il y a moins dans une fellation à cunnilingus, il y a moins de pénétration que dans les rapports homosexuels de fellation ou de pénétration anale. Voilà, cherchez le mot. J'aurais dit autrement, mais là, pour le dire un peu académiquement. Mais effectivement, au départ, il y a eu très peu de femmes concernées ou identifiées comme telles, et notamment de femmes lesbiennes. Par contre, des femmes hétérosexuelles, il y en a eu. Voilà. Parce qu'il fallait avoir un rapport hétérosexuel. Mais cela dit, il y a beaucoup de femmes lesbiennes qui avaient été hétérosexuelles, qui ont eu des rapports hétérosexuels. En tout cas, qui ont eu une vie hétérosexuelle. Voilà. Et donc, à un moment donné, elles ont pu avoir aussi des risques, et elles ont pu aussi se contaminer. Mais la quantité ou le risque de contamination de 2 femmes lesbiennes entre elles est moins importante. Alors, c'est mathématique ou c'est scientifique, je ne sais pas comment dire, mais moins évidente que de la rencontre du sang à sang ou de la rencontre de sperme à bouche. Enfin, et là, on est sur des notions de quantité et de fraîcheur. Ça, c'est important, la notion de fraîcheur, parce qu'effectivement, souvent, des gens s'inquiétaient d'avoir du sperme qui traînait. Non, il faut que le sperme soit encore... le virus, il vit que dans du liquide. Ouais. Et donc, si c'est sec, il s'atténue, il s'aménuise progressivement. Et s'il est avec d'autres liquides, il est trop diffusé. Et donc, c'est bien la masse de quantité qui va arriver qui va permettre effectivement le développement de ce virus. Et la difficulté de ce virus, c'est qu'il va s'installer, il va attaquer le système immunitaire. Ouais. C'est ça sa particularité. Et le système immunitaire, on en parle beaucoup en ce moment, les lymphocytes B, les lymphocytes T, c'est ça qui va attaquer en priorité. C'est ceux qui sont les déterminants de notre défense immunitaire. Et donc, quand on attaque la défense immunitaire, eh bien, ils viennent à l'intérieur de la défense immunitaire, c'est comme un cheval de Troie, ils se mettent dedans, puis après, ils diffusent de nouveaux virus. Et c'est là où on passe de l'ARN à l'ADN. Enfin, c'est pour ça que je parle d'actualité aujourd'hui. C'est vraiment le système maléfique de ce rétrovirus. C'est pas n'importe quel virus, c'est un rétrovirus qui rentre à l'intérieur de la cellule, du noyau de la cellule. Puis il y a un autre cliché, c'est qu'une personne séropositive peut nous contaminer par la salive. On sait que non. On peut embrasser quelqu'un de séropositif sans être séropositif aussi. Oui, alors d'abord à l'époque, on pouvait embrasser quelqu'un de séropositif, mais c'était pas des pratiques qui se faisaient nécessairement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il fallait beaucoup s'embrasser. Il fallait plusieurs litres là pour se contaminer. Et donc, c'était plus un risque de noyade que de contamination par le VIH. Alors après, on peut embrasser, effectivement. Ce qui est important aujourd'hui, par contre, en revanche, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Aujourd'hui, il y a des traitements. Et quelqu'un qui est en traitement avec un traitement qu'il suit régulièrement, eh bien, le virus, il est complètement dormant. Il ne bouge plus. Et on ne peut plus être contaminé. Et aujourd'hui, on dit très clairement qu'une personne qui est séropositive, suivie sous traitement, est mieux protégée que quelqu'un qui n'est
pas sous traitement et qui va mettre un préservatif. C'est quand même une deuxième chance supplémentaire. Mais en soi, même une personne qui ne connaît pas, qui ne sait pas qu'elle a le VIH et qui embrasse une autre personne, oui, voilà. Il n'y a pas de risque qu'ils se transmettent. Non, alors c'est vraiment le cas le plus alors exceptionnel. Tous les deux une coupure dans la bouche. Ouais, ou alors il était déjà contaminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que... non, parce qu'il y a eu beaucoup de les gens vont pas faire. Vraiment de fantaisie sur... Mais complètement. C'est comme les toilettes, c'est comme les moustiques. Les moustiques, c'est intéressant de le dire qu'un moustique, quand ça transporte le sang, le moustique, quand ça boit le sang, ça le digère, ça le transforme. Et donc, évidemment, il n'est plus dans les mêmes infrastructures, donc il ne vaut plus rien. Et puis il meurt, le moustique, d'ailleurs, après. Non pas du VIH, mais de sa vie, de son... Et les toilettes, les coupures, les petites coupures. Non, c'est vraiment ce qu'on dit souvent, c'est la fraîcheur et la quantité et l'infraction. L'infraction, c'est l'infraction de sang dans d'autres sangs, du fluide dans d'autres fluides. S'il n'y a pas cette infraction, ça ne marche pas. Si on arrive sur une plaie sur la peau, puis il n'y a pas de blessure ouverte, une blessure ouverte, c'est pas une cicatrice, c'est une blessure ouverte, là il y a un risque. Voilà. Okay. Non, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, et c'est comme aussi par exemple sur les chiffres, je trouvais ça intéressant ce que tu disais la dernière fois, qu'il y a beaucoup plus d'hétérosexuels aujourd'hui qui sont contaminés que d'homosexuels. Ouais. Et je trouvais ça très, très marquant, parce que dans l'imaginaire collectif, c'est pas le cas. Tu vois, et même aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est important de le redire. Ah oui, puis parce que d'abord, il y a de plus en plus plus d'hétérosexuels vivants sur Terre que d'homosexuels, de personnes... et qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui concerne tout le monde. Tout le monde. Et quand je dis qu'il y a plus d'hétérosexuels que d'homosexuels, c'est vrai, notamment dans les continents africains, sud-américains. Si on prend au niveau global. Il faut prendre au niveau international, je veux dire. Et qu'en France, je sais pas, aujourd'hui, on dit souvent qu'on est autour de 6 000. Là, je crois qu'il y a eu un peu plus de cas ces dernières années, mais on est autour de 6 000 cas par an de séropositivité, en sachant que la plupart des séropositivités aujourd'hui, si elles sont prises de bonne heure, elles sont sous traitement, elles sont canalisées, et donc normalement, il devrait plus y avoir de contamination aussi importante. Ouais, il y a 170 000 personnes séropositives en France, et il y en a 25 000 qui ne le savent pas, en fait. Ouais, en France, chaque année. C'est affolant, on se demande pourquoi. Oui, juste, ça, c'est une petite question qu'on s'était posée aussi tous les deux avec Cynthia. Est-ce que... parce que du coup, on a bien compris que, justement, on peut être soigné du VIH, mais est-ce qu'on peut être soigné du sida ? Ou est-ce que, une fois qu'on a le sida, c'est fini, entre guillemets ? On peut être soigné du sida, mais on ne peut pas retirer le virus, pour l'instant. Les recherches avancent. D'abord, c'est un virus mutant. On voit bien à l'histoire d'aujourd'hui avec le Covid que ça peut être mutant, tout va. C'est un virus mutant. Et puis, une fois qu'il est dans l'organisme, comme il s'est installé dans l'organisme, et notamment dans un certain nombre d'endroits très très resserrés, il est très difficile de le retirer. On n'a pas trouvé le vaccin qui éradique le virus du sida. On a plein de traitements qui sont efficaces, puisque ça le canalise, ça le stabilise, ça remonte l'immunité, mais on n'a pas encore le vaccin. Il y a des tas de recherches qui sont très prometteuses actuellement, autant sur les traitements qui seraient ce qu'on appelle les traitements en retard, c'est-à-dire qu'on ne serait plus obligé de prendre un traitement tous les jours, mais qu'on prendrait une injection tous les 3 mois. Et puis, donc ça, c'était l'avancée thérapeutique. Mais au niveau de l'avancée virologique, en tout cas, on n'a pas encore trouvé. Mais on ne désespère pas. Aux États-Unis, en 2019, il y a eu une élimination du virus, mais chez des souris. Donc peut-être que ça pourrait... Peut-être chez les humains, après, il y a quelques petits cas de figure comme ça. Il y a on a trouvé, je sais pas, une demi-douzaine de personnes qui au bout du compte, n'étaient plus du tout séropositifs.
Donc ça peut être aussi une immunité qui reprend le dessus, mais là il n'y a rien qui est probant, et en tout cas c'est pas du tout à une échelle qui permettrait de dire qu'aujourd'hui on a trouvé la solution pour éradiquer le virus. Éradiquer le virus, ça serait une grande chose, mais éradiquer le virus, ensuite il faudrait produire, et donc là après rentrent en jeu les coûts, les labos, les politiques, et puis est-ce que les gens croiront vraiment à ce traitement ou pas? Justement, on pourra rebondir sur la partie du quotidien, La de ton deuxième quotidien. partie. Voilà, comme vous l'avez compris, c'est la fin de la première partie. Merci d'avoir écouté et d'être arrivé jusqu'ici. La seconde partie sortira la semaine prochaine, le 17 juin. Voilà, à la semaine prochaine.